société qui aujourd'hui est en crise, qui passe par un moment de transition difficile et où il va falloir rééduquer la population, réorienter les valeurs. Aujourd'hui, franchement, partout. Vous allez dans la moindre administration, on vous demande de l'argent, ça se passe partout. Les flics sont corrompus, et ça, c'est pas les politiques, ça, c'est la réalité du terrain. Donc le Tunisien, il faut qu'il arrête de se plaindre et de commencer par changer les choses chez lui. D'arrêter de battre ses enfants, d'arrêter de battre sa femme, d'arrêter d'envoyer sa poubelle dans la rue, d'être malpoli avec ses voisins. Et ce jour-là, peut-être, on aura l'émergence d'une société qui représente la population. Dans les maisons de retraite étatiques, on accepte que les personnes qui n'ont pas de famille, ni d'enfants, ni rien du tout, qu'on trouve dans les rues. Donc on les ramasse et on leur donne l'hospitalité et on essaie de s'en occuper. Bon, moi je me suis dit qu'il y a sûrement des personnes âgées qui sont malades et dont la famille ne peut pas s'en occuper. Pas par méchanceté, mais vu que dans la famille moderne, les jeunes sortent pour aller à leur travail, les enfants à leurs écoles, donc laisser une personne âgée seule à la maison, ça ne serait pas vraiment pas une idée. C'est un lieu de rencontre, la maison de rencontre, l'âme qui réunit plusieurs personnes. Vous voyez Dès le début, j'ai lancé des petites créations pour tester le marché, pour voir est-ce que la démarche ou l'idée que je vais développer, est-ce que réellement ont besoin de marché ou non. Voilà. Donc j'ai fait des pochettes, des écharpes, des petites robes avec des petits détails de broderie. Et là où je trouvais la demande. Et là où j'ai commencé de construire l'idée de projet. Et bien sûr, je ne peux pas construire tout seul en fait. Ouais. C'est franchement, après j'ai trouvé Marwan Esba, c'est avec moi, parce que c'est un styliste modéliste. Moi je suis un designer textile et lui c'est qui travaille dans le stylisme, dans le modélisme et aussi dans le contrôle de l'atelier. À part Marwan Esba, il faut trouver aussi les brodeuses qui comprennent l'atelier. C'est pas des ouvriers, totalement inclus dans le projet. Ils sont comme des associés, des partenaires. Tahar Emadi, je suis le fondateur de Manuscrit.tn, qui est une librairie en ligne qui opère sur le marché tunisien. Donc principalement le concept il est assez simple, c'est-à-dire qu'on peut commander un livre sur le site web et recevoir son livre en 72 heures, même 48 heures, sur toute la Tunisie. Je suis responsable des programmes pour la Tunisie, pour la Fondation Drossos. La Fondation Drossos est une fondation suisse basée à Zurich, fondation privée, et on soutient des programmes de développement dans la région Nord-Afrique, Moyen-Orient. Donc on couvre 6 pays dans cette région-là, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Palestine, la Jordanie et le Liban. Et 2 pays en Europe, ou hors de l'Europe pour la Suisse, mais en Suisse et en Allemagne. Une des grandes thématiques, c'est le développement économique, surtout des jeunes, et des groupes marginalisés ou vulnérables, notamment les jeunes femmes. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la stimulation de l'art et à la créativité de l'art. Ensuite, on travaille sur tout ce qui est protection des populations marginalisées. Donc ça peut être des prisonniers ou leurs familles ou des femmes victimes de trafic. On travaille sur la protection de l'environnement, on travaille sur la santé, mais uniquement sur la thématique de la réduction des risques pour le sida et notamment ici en Tunisie et l'hépatite C. Et enfin, on travaille sur la dernière thématique qui est l'éducation. Dans le modèle de business, c'est une nouvelle manière de penser un business. Voilà, c'est une nouvelle manière de réfléchir pour un entrepreneur. Donc c'est pour ça qu'on caractérise ça comme une innovation, parce que voilà, c'est une nouveauté. Aujourd'hui, on est basé à Cogit, le coworking space. C'est une innovation, c'est une nouvelle manière de travailler, d'entreprendre, de développer des partenariats, des opportunités de business. Le vélo comme symbole de Cogit, pourquoi? Pour moi, il représente la volonté de faire. On a fait avec 3000 dinars le premier espace, avec 1500 euros et avec presque personne. Aujourd'hui, on a plein de bancs, on a des membres qui payent. Cette semaine, tous les jours, on est entre 65 et 80 personnes à Cogit. On était 2 au début. Donc voilà, l'idée au début, c'était de
de leur faire quelques produits, des tapis, des coussins en laine, que moi j'aurais vendu ensuite dans mon réseau à Tunis. Et puis rapidement, cette artisane et d'autres m'ont proposé de travailler plutôt sur de la fripe recyclée. Parce qu'elle, c'est un matériau qu'elles utilisaient tout le temps, parce que d'une, ça revient moins cher. Et en plus, ça donne un rendu, un produit qui est plus pratique. C'est facile à laver, ça attrape pas la poussière, donc c'est moins cher et plus pratique. Et du coup, voilà, je me suis dit que là, il y avait un concept à utiliser où ça pouvait rassembler à la fois une demande sur le marché, puisqu'il y a des gens qui cherchent en Tunisie, à l'étranger, des produits qui soient à la fois artisanaux, mais qui en même temps ont une touche moderne, et puis cette touche de recyclage, cette touche éthique. Et en même temps, c'est une opportunité pour des artisans ici qui ne pouvaient plus vivre de leur travail. Et là, on fait cette reconnexion entre des artisans qui ont un savoir-faire mais qui ne peuvent pas le valoriser, et des consommateurs qui aujourd'hui ont envie d'avoir des produits de qualité qui fassent vivre le patrimoine tunisien. Leïla Charfi, directrice pays de Younous Social Business en Tunisie. À la base, je suis ingénieure en informatique. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en Tunisie. Après, je suis partie au Canada. J'ai fait un 3e cycle dans les télécoms. J'ai travaillé pendant pas mal d'années dans les télécoms. Au Canada, ensuite en France. Et puis en 2007, je suis rentrée en Tunisie pour voir comment je peux contribuer au développement du pays. Alors, le fonds d'investissement qu'on a créé, la taille de ce fonds, elle est de 20 millions de dinars, sauf qu'on n'a pas encore ces 20 millions. Donc on est en train de faire de la levée de fonds pour justement attirer des investisseurs pour qu'ils puissent financer ces projets de social business. Donc on a déjà sécurisé, après quelques mois d'existence de ce fonds, on a sécurisé presque 1 million de dinars. C'est des fonds étrangers, grâce donc à Younous Social Business en Allemagne, qui justement nous aide dans la levée de fonds. Alors l'entreprise s'appelle Envitoustas, et en fait j'avais une entreprise jusqu'à 2011 qui n'avait pas grandi. Et puis en 2011, j'étais interpellée par la situation catastrophique des déchets urbains dans mon pays. Je me suis associée avec un jeune qui est lui diplômé en gestion de déchets. Et puis on a créé ensemble Envitoustas. Et Envitoustas perce doucement mais sûrement, parce qu'elle est porteuse d'une innovation. Et donc ça a été le départ, ça a été après 2011, ça a été le départ pour moi d'assumer cette mission, de promouvoir ce nouveau système et de chercher une solution par laquelle mon entreprise peut finalement commencer le vrai travail. Et ça a été la rencontre avec Hassan Zayen, qui est le jeune diplômé en gestion de déchets, et la création d'Envitoustas. Et nous avons finalement, c'est la municipalité de Sfax qui nous a contactés alors, après la révolution. Ils ont compris. À la municipalité de Sfax, on a été au moins 8 fois. Chaque fois, il n'y avait pas la décision qu'il fallait. Après la révolution, c'était eux qui m'ont contacté. L'association, elle travaille sur la stratégie, sur la collecte des fonds, sur le projet à la ferme et tout ça. Centre FTH, Gaïa, c'est un centre de prise en charge des personnes en situation de handicap, de tous les différents types d'handicap. Nous avons 65 enfants. La totalité sont des garçons. Et la totalité de type d'handicap est mentale. Donc la prise en charge, en quoi il consiste? La prise en charge consiste en premier lieu dans l'éducation spécialisée. L'éducation spécialisée sont des activités qui sont dirigées vers les PSH pour améliorer toutes les capacités cognitives. C'est l'équithérapie. C'est une médiation par l'utilisation du cheval et la zoothérapie avec les petits animaux. C'est une médiation avec les animaux comme l'hamster, comme le lapin, les poissons. Le 4e volet, c'est la socialisation. Ce sont des activités que se fait pour améliorer l'intégration des PSH au niveau
social? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis un entrepreneur social. Par contre, Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'entrepreneur social, de ce que je connais de la définition, c'est quelqu'un qui va faire... Donc, qui va en fait, son premier objectif va être social. Moi, mon premier objectif, c'est d'avoir une entreprise qui est prospère et pérenne. Et j'aimerais qu'à long terme, justement, Manuscrit ait un impact social pour changer les habitudes, pour que lire justement devienne un réflexe. Et il faut commencer par le point de départ, et donc le point de départ, c'est de rendre le livre accessible. Et là, franchement, tout ce qu'on fait ici, je rêverais même pas de le faire dans aucun pays du monde. Il y a tellement d'espoir, il y a tellement de choses à construire. Par exemple, si moi, avant, je vois les brodeuses sont exploitées, je vois les tisserands qu'ils ne sont pas bien connus par rapport à leur travail. Et comme moi, je suis un jeune designer, je ne suis pas aussi très connu, on a collaboré ensemble pour un problème, on sort ensemble, main à main. En fait, entre la qualité, le besoin de qualité du travail, de temps de travail à passer, et les revenus que ça génère pour les artisans qui sont tout en bas de la chaîne de valeur. Et donc, ça fait qu'on a soit des personnes qui sont obligées de continuer à travailler, qui se retrouvent exploitées, soit des gens qui s'orientent vers d'autres métiers, qui abandonnent leur savoir-faire et qui ne le transmettent pas, soit vers des produits qui sont de très mauvaise facture et qui ne valorisent pas le patrimoine, le savoir-faire, et donc qui dégradent finalement l'image globale de l'artisanat. Et donc il y a certainement aussi, là ça se développe de plus en plus, mais aussi un manque de créativité, d'innovation, d'adaptation des artisans au goût des consommateurs. Et toutes ces déconnexions font que les gens produisent des choses et qui ne s'adaptent pas du tout à qui va les acheter. Puis on a un projet avec l'association Sauvegarde la Médina où je travaille beaucoup. On essaie de promouvoir, de montrer que on a fait un plan de localisation de tous les artistes. 525 ateliers de production dans les 100 hectares de la Médina. D'accord. Donc il y a plus que 20 métiers actifs aujourd'hui. Broderie, menuisier, bottier, plein. Les revenus des artisans qui sont tout en bas de la chaîne, et cette augmentation de revenus va avoir des impacts en cascade qui vont être bénéfiques pour tout. Et en même temps, de l'autre côté, on ne peut pas demander à un artisan qui va vivre très loin des marchés, qui n'est pas connecté à Internet, qui n'est pas du tout dans cette dimension, d'aller vendre lui-même. Donc on a toujours besoin de ces intermédiaires. L'idée, c'est pas de faire la guerre au système qui est en place, mais c'est de rééquilibrer cette chaîne. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de commerçants, de revendeurs, de distributeurs, de logistique, etc. Mais qu'il faut essayer de trouver le modèle qui soit bénéfique pour tout le monde. Et au final, tout le monde aurait gagné parce qu'on a des produits qui ont une plus grande valeur ajoutée, des clients qui sont plus satisfaits et ont une demande qui est aussi meilleure. C'est une des raisons que je voulais faire ce projet pour montrer qu'on a encore de l'artisanat et on a des artisans où on peut faire un espace totalement tunisien. Et donc c'est possible aujourd'hui de créer des espaces 100% tunisiens. Par exemple, le fait de repenser le travail des artisans dans la chaîne de valeur, de les remettre au cœur de la chaîne de valeur et de faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur travail et ainsi, de préserver aussi le patrimoine, ça finalement c'est essayer aussi de mettre une nouvelle donne dans cette activité économique. Et je pense que le contexte actuel est propice aussi à tester de nouvelles expériences. Grâce à tous les gens qui ont passé avant qu'on a trouvé ce qu'on a trouvé, et il faut qu'on fasse notre part pour garder cette belle histoire et la faire passer. C'est trop philosophique. Le maire, c'est parce qu'on a le centre qu'on est en train de réhabiliter, il se trouve dans la Médina de Tunis, qui est de sa compétence. Mais en fait, c'est presque du bricolage, hein, c'est presque bon, c'est le carré de liberté de toute personne, morale ou physique, c'est ce bricolage. Dans la mesure où tout est un peu... On est encore en transition et même la mairie n'est pas une vraie mairie, c'est une délégation spéciale encore. Depuis la Révolution, on vit sous régime de délégation spéciale. Il n'y a pas eu d'élection, c'est pas un vrai maire élu, etc. Parce que tout a été aboli, tout s'est effondré en 2011. En général, je pense que la société civile doit participer au développement du pays, de un. Et ce développement doit être global dans tous les niveaux, social, ou bien matériel, ou bien au niveau je ne sais pas, dans tous les domaines. Mais la société civile doit participer au développement du pays
en partenariat avec l'État, ou bien elles doivent aussi parfois corriger ou bien intervenir pour aider l'État à prendre de bonnes décisions et à faire des études pour aider l'État. C'est pas que j'ai confiance au gouvernement actuel, mais je pense qu'il faut avoir un gouvernement. On peut pas, j'imagine pas un pays sans gouvernement, ça sera trop dur pour les pauvres et trop bien pour les riches. Les pouvoirs publics sont incontournables. Si nous voulons réellement faire quelque chose de solide, c'est incontournable et on espère qu'il aille plus vite parce qu'ils finissent par comprendre, ils finissent par comprendre que c'est dans leur intérêt. L'état idéal, je pense que il y a certains problèmes sociaux ou des problèmes économiques, différents problèmes dans lesquels l'État doit fixer le cadre et doit fixer le cadre de l'action des différents acteurs, qu'ils soient des acteurs publics, privés, des associations, la société civile, les universités. Et donc ce rôle que l'État, structurel, de cadre que l'État doit jouer doit être important. Et pour ça, pour pouvoir créer ce cadre, il doit agir en complémentarité avec tous ces acteurs. Je pense que l'État doit faciliter les choses. L'État doit être un catalyseur qui aide les entreprises à se développer, à créer plus d'emplois, à créer plus d'impact social. Je pense qu'en tant qu'entreprise, il faut payer ses taxes, payer toutes les charges pour les employés. On a vu que le secteur public en Tunisie, il a ses limites actuellement à cause des débats politiques qui tardent à apporter les changements, les vrais changements, les vraies réformes, qu'elles soient fiscales ou dans le code de l'investissement ou autres. Et je pense que la réponse, si on peut la trouver dans les entreprises sociales, qui ne sont pas dans un modèle complètement désintéressé, qui cherchent le profit. Et d'ailleurs, même ce modèle-là en Tunisie, il trouve beaucoup de difficultés. Si on prend le cas du tourisme, c'est l'exemple qui frappe le plus. Après, je pense que cette orientation ES est vraiment une réponse immédiate à beaucoup de problèmes dans la société tunisienne. Bon, la concurrence, c'est de la bonne guerre, je pense. Mais il n'y a personne comme Envie-tout-Stas qui propose la solution dans ce cadre participatif, dans ce cadre gagnant-gagnant-gagnant. Et je pense que c'est ça qu'ils n'arrivent pas à assimiler. Quel est votre intérêt et pourquoi vous ne vendez pas? On aurait pu acheter un camion et vendre au privé et travailler en tant que collecteur. Or, notre rôle, nous sommes entrepreneurs sociaux, nous voulons faire évoluer la société. On ne veut pas nous substituer à la municipalité, ce n'est pas notre rôle. On veut renforcer le secteur public. On veut que la municipalité reste maître du jeu, reste le secteur public qui travaille pour l'intérêt de tous les Tunisiens. Et je pense que c'est pas réellement, les gens ne veulent pas que ça se fasse, mais c'est la bureaucratie, c'est la décision justement. C'est la clarté et le courage, voilà. Et j'espère qu'il sera bientôt là pour faire avancer les choses. Où le gouvernement, ou bien le gouvernement n'a pas nécessairement la capacité de les résoudre, ou bien le gouvernement ne peut pas les résoudre tout de suite. Et on ne va pas attendre à ce que le gouvernement résolve tous les problèmes. Alors, on va à l'agence de promotion de l'industrie, de l'API, l'industrie de l'innovation, parce qu'il y a le guichet unique. Pas mal. Donc on est censé, en 24, 48, 72 heures, on va faire la boîte. Et on y va, on dit, nous on va faire un coworking space. Ça n'existe pas dans le truc, donc on passe pas. Donc on doit faire la procédure normale qui prend 2 mois. Et maintenant on est enregistré comme plénière d'entreprise privée. Chose comme... Il n'y avait pas de loi. C'est une nouvelle expérience.
du point de vue règlement, il n'y avait pas. Du point de vue judiciaire, il n'y avait pas de loi qui établissait une maison de retraite, vous voyez. Donc j'avais des difficultés à avoir une patente. On me dit, une patente pour une maison de retraite, c'est quoi ça, la maison de retraite? On n'a jamais entendu parler. L'application du gouvernement, on a vu depuis 2011 jusqu'à maintenant, on a vu des gens qui vraiment veulent faire leur travail, veulent aider, qui font du très bon travail, il y en a. Mais on a vu également, on voit également des gens qui sont incompétents, des gens qui n'ont aucune notion de patriotisme et qui préfèrent faire passer leur intérêt avant l'intérêt de la nation. Ce qui fait qu'on retrouve un blocage à plusieurs niveaux. Et la société civile, ce qu'elle a apporté, c'est qu'elle essaye de contrer en sensibilisant ou même en forçant la main, parce que la sensibilisation ça ne marche pas toujours, en essayant vraiment d'améliorer les choses et d'apporter cette compétence que ce gouvernement n'a pas. Pourquoi ma mission en tant qu'entrepreneur social consiste à soutenir les collectivités locales. En France ou dans les différents pays européens, le citoyen paye pour l'enlèvement des déchets et du coup c'est la municipalité qui en est responsable. Eh bien en Tunisie ce n'est pas le cas. Or le coût il est exorbitant, ça veut dire le Tunisien en moyenne paye 5 dinars tunisiens alors qu'il revient à 70 dinars pour la municipalité. Et après la Révolution, l'État n'a plus beaucoup de ressources. Ce n'est plus comme avant où l'État pouvait soutenir les municipalités à combler cette différence de coût. Quel type de partenariat je pourrais avoir avec les institutions publiques? Je ne vais pas leur demander de l'argent, mais eux, quel type de contrôle ils font? Il n'y a même pas d'inspection. On a fait, pendant 3 ans, on a ouvert un centre d'hébergement, on n'a pas eu une seule inspection de la santé ou du travail. C'est du n'importe quoi, enfin, tu peux prendre après les gens, heureusement que nous on est, et puis bon, on est sérieux et puis on est contrôlé par beaucoup d'amis, beaucoup de réseaux, tout le monde est là tous les jours, on a plein de gens. Mais imagine une seule minute, c'est ce qui est arrivé. La fille qui me disait, moi je fais un centre d'hébergement pour marier les gens. C'était ça son projet, c'était de marier, C'était surfer sur la misère des gens, c'était... J'ai eu l'inspection de la part du ministère. C'était le ministère de la Femme. La dame qui est venue m'inspecter a vu que ça ne correspondait pas au cahier de charge. Elle a insisté sur le couloir, le fameux couloir que j'ai toujours. Donc à chaque fois que j'ouvre une maison, je regarde le couloir. Il fallait avoir un couloir de 1,20 m de largeur. Le mien était de 1 m. Elle m'a dit, il faut fermer. Il faut fermer immédiatement. Et il fallait revendre tout ce que j'ai préparé. J'étais au bord de la dépression. Si on prend le cas des entreprises sociales qui apportent des réponses à des problèmes sociaux, elles ne sont pas là pour agir à la place de l'État. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour décharger l'État de sa responsabilité. Et en même temps, les entreprises sociales ou la société civile n'est pas là seulement pour blâmer les autorités publiques de ne pas répondre aux problèmes sociaux. On va dire c'est un défi qui met tout le monde face au même problème et qui doit être relevé aussi de manière, on va dire, collaborative. On ne peut pas leur demander d'acheter des conteneurs de grande capacité, durables d'accord, mais qui sont chers par rapport au budget municipal. Et donc on a pensé à appliquer une loi qui existe déjà en Tunisie et qui s'appelle pollueur-payeur. Nous avons une convention. Cette convention dit, vous, municipalité, vous continuez à faire l'enlèvement des déchets de chez ces producteurs. Mais vous n'allez plus le faire tous les jours, comme c'est le cas maintenant, ce qui vous revient trop cher. Vous allez le faire une fois par semaine. Et ces pollueurs doivent acheter des conteneurs semi-enfouis. L'association TUSA pour la démocratie locale et la bonne gouvernance, on a une vision un peu différente qu'on partage avec d'autres acteurs. Et on pense que suite à la nouvelle constitution de 2014, le plus grand défi à venir, c'est réussir la décentralisation et réussir à mettre en place une vraie démocratie locale. Ça sera le vrai test pour dire que oui, on a installé une démocratie tunisienne. Le risque, c'est que les citoyens
il n'avait pas l'habitude de voter, il n'avait pas l'habitude d'être impliqué dans la chose publique et un peu éloigné des intérêts de l'État. Maintenant, il est question de faire cette réconciliation entre citoyens et acteurs publics, notamment et surtout au niveau local. Et prendre part à la décision au niveau local, ça va être vraiment le vrai défi. Être représenté en tant que citoyen, en tant que société civile, ça va être aussi un défi. Maintenant, le potentiel de l'entrepreneuriat social de résoudre des problèmes des communautés tunisiennes, je ne pense pas. C'est un élément parmi tant d'autres. Il faut voir si l'entrepreneuriat social n'est pas là simplement pour régler un problème comme le chômage. C'est un des problèmes sociaux, hein, le chômage, c'est le plus important. Mais il ne faut pas penser que l'entrepreneuriat social est une façon de masquer ou de régler les problèmes de chômage. Il faut dire adieu à l'entrepreneuriat classique? Je pense de plus en plus. De plus en plus, l'entrepreneur doit prendre en considération, d'ailleurs toutes les labellisations de l'RSE ou autres démontrent qu'on est obligé de prendre en considération le cadre social, le cadre environnemental, le bien-être de ses collaborateurs, la gouvernance participative, tout ça c'est ce qui fait l'entrepreneuriat social. Donc même l'entrepreneuriat classique est appelé, en se développant, à prendre les bases de l'entrepreneuriat social. On va voir les entreprises pour leur parler de... Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont développé des programmes de RSE. Aujourd'hui, il y a des budgets monstres dans tout ce qui est donc, responsabilité sociétale de l'entreprise. Et l'idée, c'est de leur dire, ces budgets-là, pourquoi ne pas les utiliser pour créer un social business? À votre avis, ça pourrait avoir quel poids, quelle influence, ça pourrait ressembler à quoi? Idéalement, j'espère que ça touchera une grande partie de l'entrepreneuriat. En fait, aujourd'hui, on sépare l'entrepreneuriat social de l'entrepreneuriat classique. Idéalement, l'entrepreneuriat classique devrait avoir donc un volet social. Et donc, ça serait bien de voir des grandes entreprises adopter ce modèle. Oui. Je pense que le contexte est même très très favorable. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas beaucoup d'entrepreneurs. La raison, pour moi, c'est pas l'environnement, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre de risques, qui se disent voilà, moi je préfère avoir la sécurité plutôt que de prendre un risque. Et pourquoi est-ce que je pense que l'environnement il est favorable? Parce qu'il y a des organismes qui aident au financement, il y a des organismes qui aident du business plan, au développement de la boîte, à avoir une perspective de long terme. Il y a des organismes pour ça. C'est pour ça que je pense que l'environnement est favorable. Est-ce qu'il est plus favorable par rapport à avant? Oui. D'entrepreneurs, donc ils font déjà un tri. Et ce qui est intéressant sur ce tri, c'est qu'il y a 4 critères. Alors, ce qu'ils regardent, c'est l'esprit d'entrepreneur, ce qui les intéresse. Ensuite, le projet et le type de business model qu'ils ont derrière ce projet-là. Ensuite, un peu l'impact social, et ça, c'est un des critères les plus importants. Est-ce que ce que je suis en train de faire a réellement un impact social? Est-ce qu'il est force de changement? Et ensuite, c'est un peu la flexibilité. Est-ce que les personnes qui sont derrière ce projet sont des personnes qui sont capables de changer au cours du montage du projet, peuvent penser en faire un modèle pour pouvoir le dupliquer ou le partager? Je pense que l'entrepreneuriat social, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas une licence, il n'y a pas une législation pour l'entrepreneuriat social en Tunisie. Mais c'est un état d'esprit. Moi, tout ce que je gagne en tant que consultant, j'essaie de le réinvestir dans des choses pareilles, dans des investissements pareils. Aussi cette maison, j'espère que ça va générer du profit que je vais utiliser pour restaurer d'autres maisons, pour créer d'autres opportunités à la Médina. C'est mon façon de gérer mes entreprises. Nous devons créer cette start-up mafia, cette mafia des start-up, des entrepreneurs, qui s'entraident entre eux, modèle basique de la mafia. On s'entraide entre nous et on agrandit le cercle, petit à petit on intègre d'autres personnes. Et en faisant ça, on va montrer
s'ils sont assez intelligents pour le voir, au gouvernement. D'ailleurs, ils commencent à nous approcher, le ministère d'éthique qui vient tout le temps ici, ils sont très ouverts à la discussion. Moi, je ne crois pas du tout dans l'associatif et la charité. Je pense que c'est très pas durable. Parce que si on a une association pour préserver le patrimoine, on peut toujours chercher de l'argent. Banque, c'est facile d'être financé en tant qu'entrepreneur en Tunisie ou c'est compliqué? Je préfère, je déteste les prêts de banque, donc je n'ai même pas essayé, je ne sais pas. Mais je sais que pendant la révolution et même après, c'est très difficile pour les entrepreneurs, c'est très difficile. Pour tous les papiers dont j'avais besoin, j'ai eu des difficultés à les avoir. Parce qu'on ne connaissait pas ce genre de projet, vous voyez. Et puis des difficultés financières, parce que les banques non plus ne veulent pas comment dirais-je, donner des prêts à un projet qu'ils ne connaissent pas. Si on a tapé à des portes comme les banques, par exemple. Comme les banques, d'autres. Alors, personnellement, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. J'ai réalisé, avec l'argent de ma famille, l'installation à l'hôpital Charles-Nicolle, qui était 16 conteneurs en 2010. Et c'était réellement, j'ai dû hypothéquer ma maison pour payer le fournisseur et pour faire venir la marchandise. Parce que l'hôpital, en tant qu'institution publique, ne paye pas par avance. Donc j'ai dû hypothéquer la maison, parce que j'ai tapé aux portes de toutes les banques dans le temps. Et ils ont tous demandé qu'il y ait une garantie réelle. Et cette garantie réelle, je ne l'avais pas en liquide, j'avais la maison. Et l'hypothèque, je l'ai levée après avoir eu le paiement. On va faire des actions, mais c'est des one-shot. C'est une action. Et après, il faut beaucoup de volonté pour que l'association ait un impact pérenne. On voit beaucoup de très beaux projets associatifs qui ont fait beaucoup d'activités en 2011-2012 et qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement actifs. C'est pour ça que je trouve que la solution de l'entreprise sociale est une solution où on va s'assurer de la pérennité de l'impact social. Parce qu'on parle d'entreprise, on parle de salariés, on ne parle pas de volontaires, on parle de revenus, et donc on est sûr que cette structure va toujours avoir assez de revenus et assez de force en matière de ressources humaines pour toujours créer de l'impact. Je pense que c'est mon pensée, je pense que chaque problématique peut trouver son business model. Si le propriétaire, non pas propriétaire, initiateur de l'initiative, est-ce qu'il veut être entrepreneur ou non? Je connais des gens qui sont passionnés par des problèmes sociaux ou environnementaux ou quelque chose, mais ils ne préfèrent pas être entrepreneurs parce qu'on rentre dans le fisc, dans les salaires des employés, les contrats, les clients, les factures. Donc ils préfèrent avoir quelqu'un qui donne de l'argent, mais un montant à la banque et on dépense. Bon, peut-être que c'est plus facile, c'est plus difficile, je ne sais pas. Mais pour moi, je préfère être entrepreneur. Ça vous inspire? Moi, je suis plus dans les droits humains en tant que bénévole. Je ne crois pas réellement que... Enfin, l'entrepreneuriat social, c'est la traduction en anglais, c'est... voilà. Moi, je ne crois pas qu'on... Enfin, moi, c'est purement personnel. Hein. Je ne crois pas qu'on lutte pour les droits de l'homme pour des buts financiers en fin de compte. Donc, moi, je ne crois pas beaucoup. Le deuxième critère, ça va être l'impact social, ou environnemental ou culturel, qui n'est pas simplement une vitrine ou une image, mais c'est vraiment ce qui va motiver la personne ou l'organisation à se lancer. Finalement, on va dire dans une entreprise classique, on a une idée de produit, un service, on va sur le marché pour développer. Dans l'entreprise sociale, on a une idée de changement social, mais on va aussi sur le marché pour y apporter une réponse.
Donc c'est vraiment ce qui est au cœur de la motivation d'entrepreneur social, et ça peut être une motivation qui peut être complètement irrationnelle ou quelque chose de réfléchi, mais en tout cas il faut qu'il y ait cet impact social qui soit là. Et ce qui est important, c'est que l'impact social et le modèle économique soient imbriqués l'un avec l'autre. Et donc quand on entend des TEDx, franchement ça nous fait d'air frais. On se dit, bah, tiens, franchement, heureusement, il y a ce monde parallèle. On ouvre la fenêtre vers un monde vraiment meilleur. Et je trouve que c'est une thérapie et c'est vraiment dommage pour les gens qui n'en entendent pas parler. Ouais, c'est intéressant parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, après 2011, ce qu'on a vu beaucoup, c'est la création de ces ONG par les jeunes. Donc, vous voyez, c'est une forme d'entrepreneuriat social. C'est en même temps des jeunes qui, à la fois, s'intéressent aux problèmes sociaux de la Tunisie et veulent se chercher ou créer leur propre emploi. Quand on monte une ONG, c'est aussi une façon de trouver une occupation et de créer son propre emploi. Donc on s'est intéressé à tout ça. Puis on a vu que les jeunes Tunisiens avaient dans l'esprit réellement de participer au développement de leur pays. Et on trouve que la forme de l'entrepreneuriat social se trouve un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on est à la fois avec une vision, une mission sociale, comme une ONG, mais à la fois on se pose la question de la durabilité, de la pérennité. Ce qui m'inquiète par rapport à ça, par quels critères on va décider qui est entrepreneur social et qui n'est pas. Donc dès qu'on dit avantage, tout le monde est entrepreneur social. Donc je pense que les critères doivent être bien déterminés avant. Et par rapport à l'entrepreneuriat social, ce qui a favorisé cette création, donc ce sont les fonds internationaux et donc énormément d'opportunistes qui se sont mis aussi sur le créneau. Mais c'est vrai que c'est bien, mais il faut qu'il y ait aussi une infrastructure qui puisse accompagner les entrepreneurs, qu'ils soient sociaux ou pas, donc dans leurs premières années en tous les cas. Il faut pouvoir aller chercher des fonds quand on veut, faut pas qu'on aille dans la législation pour faire de la législation et pour attendre des mois et des années pour que l'Assemblée nationale les valide. Il faut juste aller dans vraiment libéraliser les choses et essayer de simplifier la vie. Que eux et la BS et Younes Social Business, ils sont plus dans ça et c'est leur mission. Je pense qu'ils sont beaucoup plus documentés et savent plus ce qu'il faut pour ça. Faut que notre pays, en général, arrête de foutre des textes de loi comme ça et des procédures de quelques semaines pour qu'on lance une boîte. Oui, une bonne chose en Tunisie, c'est que tout le monde est fan aujourd'hui de l'entrepreneuriat social, même les publics. C'est un atout pour nous, sauf que ce qu'on a remarqué aussi en discutant avec ces acteurs, c'est qu'on n'a pas du tout la même compréhension ni la même vision. Donc on a la volonté de l'État que ça devienne vraiment un levier économique en tant que tel. Simplement on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment aborder cette question. Et pour ça, nous on plaide surtout pour le dialogue et pour la concertation. Implanter un grand projet d'économie sociale et solidaire ne peut pas réussir si vraiment ils ne sont pas solidaires. Les gens qui sont dans le projet. Les zones qui nécessitent ce type de projet n'ont pas cette mentalité. N'ont pas cette mentalité de solidarité. Donc, et je pense qu'il faut d'abord la sensibilisation, il faut jouer sur le changement de comportement et le changement de mentalité. Et puis peut-être on arrivera. Et même à petit. Si on est arrivé à choisir 4 personnes pour un projet, on peut travailler sur eux pendant une année pour essayer de changer leur comportement vers le bien et puis on peut implanter ce projet. L'entrepreneuriat normal. Voilà. Et réellement, si ils veulent profiter de la révolution avec la mentalité nouvelle, il faut être aussi un autre état d'esprit nouvel. Et moi, franchement, par rapport à ce que je fais,
je trouvais, c'est bon, avec la révolution, j'ai arrivé à contacter des associations. Avant, c'est très difficile de contacter des associations et de faire l'entreprise sociale et tout ça. Maintenant, c'est tout ouvert, je peux bouger, je peux parler, je peux exprimer. Et franchement, c'est une bonne opportunité pour moi et pour tout le monde, en fait. Et là, j'encourage le jeune d'avoir un autre état d'esprit par rapport à la révolution. Et là, on peut avancer par rapport à la Tunisie, par rapport à l'entreprise sociale. C'est une nouvelle expérience chez nous. On n'avait pas l'habitude de maison de retraite. C'était très très mal vu de laisser sa maman, son papa ou un de ses parents dans une maison de retraite. C'était très très mal vu. Mais les familles, les jeunes familles ont besoin de cela. C'est une nécessité. Des régions, peut-être que la révolution entrepreneuriale viendra certainement des régions, parce que l'âme des projets est là et l'âme des trucs est là. Donc, peu importe si les gens verbalisent ça sous forme d'entrepreneuriat social ou pas, l'essentiel c'est qu'il y ait des résultats et des choses innovantes. Peut-être que 10% des initiatives réussiront, mais ce sera déjà un beau taux, quoi. Aussi, comment est-ce qu'on pourrait travailler avec d'autres types de projets similaires dans d'autres régions de la Tunisie qui travaillent sur d'autres savoir-faire qui sont ancrés sur les différents territoires tunisiens, pour être capable d'ensuite d'aller avoir un petit peu une centrale nationale qui serait l'entreprise sociale qui permette de commercialiser, d'exporter, de valoriser à grande échelle tous ces savoir-faire. Et donc là, on aurait, en utilisant finalement les outils du marché, on serait capable de mettre en place des économies d'échelle suffisamment importantes pour permettre à tous ces artisans de reprendre vraiment leur place dans cette chaîne de valeur.